Allô. Bonjour à tous et à toutes. Donc bienvenue à ce webinaire donc qui va porter sur les conventions CDG. Je vous souhaite à tous une bonne année et notifiez pour donc j'ai vu, la question sur les micros coupés. Donc les micros coupés seront coupés pendant tout le webinaire et à la fin, nous réactiverons les micros, mais vous pourrez poser des questions tout au long via le chat via la conversation. Donc nous attendons encore, quelques minutes, donc 2-3 minutes, heu pour avoir le maximum de participants et après on pourra débuter. Je sais pas si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à réagir avec les émoticônes de Teams.
Bonjour, je pense c'est Estelle. Donc, nous avons prévu une tranche horaire de 2 heures, mais on pourra faire, plus ou moins selon le temps et les questions, qui seront posées. On pourra faire moins selon le temps, mais on pourra pas faire plus. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je pense qu'on va démarrer donc le webinaire. Pour ceux qui nous ont rejoints en haut, donc j'ai souhaité un bonjour et merci à tous d'être, présents. Donc vous êtes connectés pour ce webinaire. En fait, il va porter sur les conventions CDG et sur, le S6 qui a été mis en place en ce qui concerne les conventions, pour les CDG. Donc, pour commencer, donc ce webinaire est enregistré. Donc, il faut savoir que vous serez enregistrés, vos messages, et s'il y a des interventions orales, vous pourrez être enregistrés et ce sera disponible sur le site du FIPHFP. Je vais montrer une petite procédure pour vous permettre rapidement, en fait, d'activer les sous-titres pour les personnes, qui en ont besoin sur leur poste. Donc là, si vous avez Teams, en fait, vous avez la possibilité d'aller sur, autres, donc avec les 3 petits points et ensuite d'activer les sous-titres. Donc langue parlée français, confirmé et là, normalement, vous verrez, les sous-titres qui vont s'afficher. Là, ça prend un tout petit peu de temps, mais normalement, là, on voit les sous-titres. Là, ils l'ont passé en anglais, donc on va essayer de les mettre en français. Activer les sous-titres, c'est bien français, confirmé. Il y a un petit souci avec mon ah là, c'est bon, ça s'est bien synchronisé. Donc si vous avez besoin des sous-titres, vous pourrez faire la petite procédure, les 3 petits points et ensuite activer les sous-titres, choisir la langue et ils s'afficheront bien. Donc sans plus tarder, on va commencer en fait, le webinaire. Donc pourquoi ce webinaire? Donc ce webinaire rentre dans le contexte en fait de modernisation du système d'information du FIPHFP, donc avec, par la dématérialisation du processus de demande et de gestion. Donc à la fois les aides ponctuelles et des conventions. Donc c'est un gros, projet de refonte des aides ponctuelles qui ont déjà une première version qui a été mise en ligne le 26 janvier 2022 et pour les conventions, une première version va monter en ligne le 26 janvier 2023. Cette première version sera bien sûr suivie d'autres versions avec, d'autres améliorations et d'autres fonctionnalités. La principale version sur laquelle l'accent sera mis pour ce 26 janvier 2023, ce sera le dépôt des dépenses 2023 pour le bilan 2024, tout en sachant que la transmission du bilan en 2023, pour ceux qui ont un bilan à déposer en 2023, reste inchangée. Donc la fonctionnalité principale que nous allons présenter aujourd'hui reste le dépôt des dépenses 2023 pour le bilan 2024. On vous présentera au fil
au fil du webinaire les différentes fonctionnalités qui vont apparaître et qui vont être livrées les prochains mois. Donc, concernant, le webinaire, donc c'est une présentation des différentes fonctionnalités actuellement disponibles au 26 janvier 2023 et nous avons tablé sur une durée à peu près d'1 h 30, tout en sachant que vous pourrez poser des questions dans le chat par écrit pendant le déroulement du webinaire. Donc certaines questions, on y répondra directement dans le chat et d'autres, on répondra, à l'oral. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. À la fin, on va se réserver une petite séance de questions-réponses, mais le mieux, c'est dans le chat pour être vraiment, vraiment en phase, en fait, avec la démonstration qui aura lieu. Donc, quelles sont les différentes fonctionnalités qui seront présentées? Donc, nous allons présenter les fonctionnalités suivantes qui seront mises en production, donc qui vont être disponibles à partir du 26 janvier 2023. L'accès aux services de conventionnement depuis la plateforme PEPS. Donc, on en parlera un peu plus pendant la démonstration. C'est que la majorité des centres de gestion ont accès à PEPS. Ensuite, je vois un message sur pas de son. C'est bon, vous m'entendez bien? OK, je vais partir sur que vous m'entendez bien. Ensuite, on vous présentera donc l'historique des conventions qui permet de voir, les différentes conventions passées, les ressources, le formulaire de contact pour des questions techniques, l'espace, Ma convention pour accéder aux détails de sa convention et aux dépenses, pour gérer ses dépenses, la consultation et la gestion des dépenses et la saisie d'une dépense. Donc ça, ce sont les principales, OK, merci. Ça, ce sont les principales fonctionnalités qui seront présentées aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, il faut savoir qu'un guide sera mis à disposition sur le site du FIPHFP et sur PEPS pour les fonctionnalités qui seront présentées aujourd'hui. Donc, pour les fonctionnalités à venir, donc, les différentes fonctionnalités qui seront mises en production dans les futures versions de notre outil, donc dans les mois qui suivent, seront, pas en une fois, mais en différentes étapes. Il y en aura le dépôt du dossier de convention, l'instruction du dossier de conventionnement, le dépôt du bilan, l'instruction du bilan, le suivi des paiements et plein d'autres, petites là, on parle vraiment des grosses fonctionnalités, mais il y aura plein d'éléments suite, aux entretiens qu'on avait eus, qu'on mettra pour enrichir, en fait, pour enrichir le service et tout au long de l'utilisation, on a eu des éléments, des remontées qu'on mettra pour enrichir. On montrera dans la présentation, mais les grosses et les principales fonctionnalités seront le dépôt du dossier, l'instruction du dossier, le dépôt du bilan, l'instruction du bilan et le suivi des paiements qui se feront à travers la plateforme. Et il faut savoir à chaque fois qu'on aura une fonctionnalité qui sera mise à disposition, nous aurons un guide qui sera également mis à disposition sur le site du PHFP et dans PEPS. Donc là, on va passer à la démonstration. Donc jusque-là, j'espère que je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Si c'est bon pour vous, on va passer, à la conver sur la plateforme ou uniquement pour le bilan donc pour la question de Christine, si vous avez un bilan intermédiaire à fournir, en 2023, donc ce sera au travers l'ancien système. Donc vous devrez, déposer votre bilan comme vous le faites actuellement et ce sera vraiment pour le bilan, de 2024, donc le bilan qui sera votre bilan final que vous aurez à déposer, à saisir les dépenses et plus tard, un peu plus à déposer le bilan dans la plateforme FI2, convention. OK. Donc là, on va passer à la partie démonstration. Donc là, on va passer à la partie démonstration. OK. Donc là, on commence, là, je vais me mettre, donc là, on va essayer d'accéder, donc on va vous montrer comment on accède au service FI2, donc à l'espace convention. Ensuite, comment on saisit ses dépenses et ce sera en fait une bonne partie de ce parcours, surtout la connexion sera le même pour le dépôt et pour la gestion de sa convention. Donc là, en fait, on va entrer dans le scénario sur lequel je suis, CDG et que je me connecte à mon espace, employeur pour accéder à ma convention et commencer la saisie des dépenses 2023 pour mon bilan 2024. Donc vous pourrez saisir les dépenses également,
au fil de l'eau. Donc là, PEPS, pour ceux, je pense que la majorité des centres de gestion sont affiliés à PEPS. Donc pour ceux qui ne le sont pas, donc PEPS, c'est un portail de services en ligne. C'est une plateforme qui regroupe en fait un ensemble de services pour les employeurs publics, pour leur permettre de gérer les actes de gestion au quotidien, donc sur les différents domaines de la retraite, du handicap, de la solidarité et tout. Donc, c'est une plateforme qui regroupe en son sein beaucoup de services. Donc, pour ceux qui n'ont pas accès à cette plateforme-ci, il faudrait contacter les administrateurs dans vos différentes institutions. Une fois que vous les aurez contactés, en fait, vous recevrez un mail avec des instructions assez claires que vous pourrez suivre pour créer vos différents comptes en fait dans cet espace employeur. Mais on a des objectifs. Donc là, je vois une question de Florence par rapport à la partie CDG. Ben, on arrivera, je pense que la démonstration répondra à la question au moment où on sera sur la saisie des dépenses pour les conventions CDG. Parce qu'en fait, pour les conventions CDG, pour faire donner un petit avant-goût, on a transformé en fait les actions en, en aide. On va dire ça comme ça. On a transformé les différentes actions que les CDG menaient en aide pour qu'ils puissent en fait les saisir dans la plateforme. Donc, je pense que vous aurez la réponse au moment où on commencera à saisir les dépenses. Donc là, je suis sur la plateforme employeur, PEPS. Donc, imaginons, j'ai créé mon compte, j'ai bien accès. Je vais me connecter. Je vais me connecter en tant que CDG. Donc, je me connecte en tant que centre de gestion. Donc, lorsque je me connecte en tant que centre de gestion sur PEPS, donc, ceux qui ont déjà accès, ils accèdent en fait à un tableau de bord. Il y a un menu avec les différents accès aux différentes thématiques, aux différentes applications. Et en tant que centre de gestion, j'ai un menu qui me permet d'accéder en fait à des établissements, donc qui sont les établissements qui sont gérés par le centre de gestion. Donc le centre de gestion à la fois peut se connecter pour lui-même, donc pour gérer sa convention CDG, et pour se connecter également pour un établissement. Normalement, c'est un ID et un mot de passe qui est unique. Donc là, je réponds à la question de Karine, qui est unique en fait pour toute la plateforme. Donc, vous vous connectez une fois à travers la plateforme PEPS et ensuite, vous aurez accès directement aux services concernés sans avoir à ressaisir un mot de passe et un identifiant pour chaque application. Donc là, quand on arrive sur le tableau de bord, on se dirige vers subventions et aides pour aller vers les services du FIPHFP. Donc pour l'instant, le service, là, nous sommes en environnement de recettes. Donc pour le préciser, le service s'appelle demande FIPHFP, mais il a vocation à s'appeler aide et convention. Donc là, on aura le service du FIPHFP qu'on peut mettre en favori. Donc si vous mettez le service en favori, quand vous reviendrez, quand vous vous connecterez et que vous irez sur le tableau de bord, directement le service apparaîtra en premier lieu. Ensuite, la fonctionnalité de PEPS, pour ceux qui utilisent déjà les centres de gestion et pour ceux qui ne l'utilisent pas encore, vous pourrez vous retourner vers PEPS pour vous connecter pour les autres établissements, pour pouvoir accéder à leur espace aide, pour continuer à saisir les aides pour les employeurs dont vous avez la délégation. Pourriez-vous nous transmettre la manipulation pour avoir accès aux établissements? Pour avoir accès aux établissements, on essaiera de faire dans un autre, donc on essaiera de contacter les équipes PEPS pour voir si on peut recenser les employeurs qui en ont besoin et on fera potentiellement soit une réunion, soit un communiqué pour les aider à accéder pour les autres établissements. Mais actuellement, là, on va principalement s'axer sur l'accès au service FI2, donc sur les conventions. Donc, en fait, là, quand je suis connectée en tant que centre de gestion, j'ai plusieurs possibilités. Soit je suis sous convention CDG, donc qui est le cas, parce qu'aujourd'hui, nous, on va principalement être axé sur les conventions CDG. Soit je suis un centre de gestion, mais qui est sous convention employeur. Soit je n'ai pas de convention. Si je n'ai pas de convention, donc quand je clique sur accéder au service subvention et aide, si là, typiquement, donc je suis un CDG qui est sous convention, donc j'aurai la possibilité de saisir convention CDG, j'aurai la possibilité de saisir des aides. Si je suis sous convention employeur, je n'aurai plus la possibilité de saisir des aides. Si je suis sous convention CDG, j'aurai la possibilité de saisir des aides. Donc c'est la particularité. Et cependant, si le CDG est connecté pour une collectivité,
les règles de la collectivité à ce moment-là s'appliqueront. Ça veut dire que si la collectivité peut saisir des aides ponctuelles, le CDG pourra saisir des aides ponctuelles pour la collectivité. Si la collectivité ne peut pas en saisir, les CDG ne pourront pas saisir. Donc là, je me connecte en tant que CDG pour moi-même et je vais accéder à ma convention. Donc là, on va prendre juste un exemple. Si j'accédais par exemple aux aides ponctuelles, et là j'avais une convention employeur, j'aurais eu un message, vous êtes actuellement sous convention, vous pouvez consulter et compléter des demandes en cours, mais vous ne pouvez plus effectuer de nouvelles demandes. Donc là, je vais retourner à la sélection de services, je vais retourner vers les conventions. Donc quand je choisis d'accéder aux conventions en tant que CDG, donc j'ai cet écran qui s'affiche, qui correspond à une sorte de tableau de bord de notre côté. Donc pour l'instant, le tableau de bord, il est assez basique, il va être enrichi au cours des développements. Donc là, on a plusieurs éléments. Donc là, on a en haut un petit plugin avec des outils d'accessibilité pour aider les personnes qui ont quelques soucis pour pouvoir adapter en fait la page. Ça peut être l'interlignage, ça peut être la justification, ça peut être la police. Donc, parce que nous travaillons avec des experts accessibilité pour être sûr que cet outil soit utilisable par n'importe quelle personne. Ensuite, donc, on a le logo du FIP qui renvoie vers le site du FIPHFP. Donc, si on veut des questions particulières sur des éléments du FIPHFP. Ensuite, on a le catalogue des aides, donc une page qui présente légèrement le catalogue et qui nous renvoie vers le catalogue du FIPHFP. Si on en a besoin, après, on a un formulaire de contact, nous contacter, qui permet en fait uniquement de poser des questions techniques. Donc, si vous avez des questions informatiques sur l'utilisation du service, vous pourrez utiliser ce formulaire pour remonter votre souci. Par contre, si c'est des questions sur les dispositifs, très axées en fait sur les dispositifs, là, il faudrait, ou sur les objectifs, ça, il faudrait se retourner vers le chargé du suivi de la convention. Ça ne change pas. Ensuite, j'ai de la possibilité ici de me déconnecter. Donc, et là, je vais déconnecter du service. Donc là, si je reviens, donc j'ai un tableau de bord avec, qui reprend l'identité de l'établissement, donc permettre à la personne pour permettre à l'utilisateur en fait de bien identifier et d'être sûr qu'il est bien qu'il est connecté pour le bon utilisateur. Donc là, il peut revérifier tout, il peut vérifier le nom, l'adresse, le numéro de tiret, le BCR et le numéro de contrat. Ensuite, on a mes conventions où on retrouve la liste des conventions pour cet employeur, donc des 2 dernières conventions. Donc là, on a un employeur avec une convention. Donc là, pour la partie convention préexistante, on ne récupérera dans le nouvel SI que la convention en cours. Par contre, les anciennes conventions, on ne les récupérera pas. Mais toutes les prochaines conventions, vous les retrouverez en fait dans l'historique des conventions. Une fois que vous aurez 1, 2, 3, 4, 5 conventions, vous les retrouverez dans l'historique des conventions. Donc, je vois une question sur le catalogue. Une nouvelle version est-elle prévue pour 2023? Là, je pense que pour cette question-là, il faudrait se tourner vers le FIPHFP. Jusque-là, le CDG pouvait faire des demandes ponctuelles pour lui-même et avait convention pour les agents des collectivités affiliées. Si je comprends bien, pour les non. En fait, un CDG, parce que un CDG qui sera sous convention CDG pourra toujours saisir des aides pour lui-même, donc pour les agents du CDG. Ça, ce sera toujours possible. Actuellement, ce ne sera pas le cas, mais dans la prochaine version qui arrivera à peu près sous un mois, il pourra toujours saisir des aides pour les agents de sa collectivité tout en étant sous convention CDG. Par contre, lorsque le CDG sera sous convention employeur, parce qu'il y a des CDG qui sont sous convention employeur, ces CDG-là ne pourront plus saisir des aides pour les agents du CDG. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bon. Ok, parfait. Donc, est-ce qu'on va retrouver l'historique? Là, on ne retrouvera que la convention en cours. Donc, après, potentiellement, on pourra faire un chantier pour récupérer les anciennes, mais là, c'est principalement les efforts qui sont en train d'être faits, c'est pour récupérer les données de la convention en cours, pour permettre la continuité dans cette convention. Et on verra un peu plus tard comment on adapte comment on peut potentiellement récupérer les conventions passées. Mais pour l'instant, c'est uniquement les conventions qui sont en cours dans les différents et qui auront un bilan à déposer en 2024. Toutes les conventions qui se terminent en 2023, donc dans le bilan final en 2023, eux, ils ne récupéreront pas la convention dans l'outil. C'est vraiment pour ceux qui ont des bilans à déposer en 2024.
Donc là, sur le tableau de bord, donc comme je présentais le menu du haut, on a en onglet ressources, donc qui va reprendre en fait des ressources pour aider le centre de gestion à remplir son dossier. Donc ce sera à la fois le catalogue du FIPHFP donc, auquel il pourra accéder. Il aura un bloc de contact pour pouvoir contacter soit son DTH, soit le chargé de projet, soit le chargé du suivi de conventionnement. Donc là, il a ces informations-là, tout en sachant que cette rubrique sera enrichie avec des documents, des blocs explicatifs pour les différentes, en plus des guides, pour les différentes fonctionnalités qui vont être mises à disposition sur le site. Ici, on a retour sélection service, donc typiquement, qui permet, donc là, si je clique là, qui permet de retourner, par exemple, imaginons on est sous convention CDG, on a saisi des éléments et on veut retourner, par exemple, saisir des aides pour les agents du CDG, ben, retour sélection service permet de retourner sur la partie aide ponctuelle et de saisir les aides pour le CDG. Et ça, c'est dans la prochaine version, parce que pour l'instant, c'est les règles de la convention employeur qui s'appliquent. Mais c'est une petite modification qui sera bientôt prise en compte. Donc là, je vais réactualiser. Donc là, je vais accéder aux conventions. Donc là, c'est bon. Donc sur le tableau de bord, il y a l'identité, il y a mes conventions. Il y a voir toutes mes conventions qui renvoient sur l'historique, sur lesquelles on va accéder. Ensuite, en bas, on a les conditions générales d'utilisation du service, l'accessibilité, les mentions légales, les données personnelles, les gestions des cookies et le plan du site pour pouvoir se repérer. Donc là, une fois qu'on a toutes les conventions, on peut accéder à l'historique des conventions. Donc, soit via ce bouton, voir tous mes dossiers de convention qui nous ramènent sur l'historique, soit à travers le menu du haut avec historique des conventions. Donc, lorsqu'on arrive sur l'historique des conventions, on a, lorsqu'on arrive sur l'historique des conventions, on a plusieurs éléments. On a la liste des conventions, donc pour l'instant, il y en a une seule qui a été récupérée pour ce CDG. Et lorsqu'il y en aura plusieurs, l'utilisateur aura la possibilité de filtrer ces conventions par statut, de rechercher une convention. Donc pour l'instant, on a une convention qui est bien en attente de bilan. Donc là, je vais accéder à ma convention. Là, j'accède à ma convention. Quand je clique sur ma convention en cours, qui est en attente de bilan, donc là, on retrouve un ensemble d'éléments me permettant de gérer ma convention. Donc, plus haut, on retrouve un bloc statut de la convention qui reprend le numéro de la convention, la date de dernière mise à jour, le type de la convention et le statut, donc qui nous rappelle bien qu'on a un attente de bilan. Ensuite, on a un bloc avec la partie gestion de la convention qui reprendra le détail. Donc, pour l'instant, on a ces deux blocs qui sont fonctionnels, donc le détail du dossier, qui reprend en fait les informations que vous aurez fournies. Lorsque vous saisirez, lorsque la fonctionnalité sera disponible dans le SI, ce sera les informations que vous aurez saisies au moment du dépôt du dossier. Donc là, pendant la migration, ce sont les informations qu'on aura pu récupérer actuellement dans les outils avec les différentes données de votre convention en cours. Ensuite, il y aura un bloc mes dépenses qui permettra de gérer l'ensemble des dépenses des différents bilans, peu importe le bilan, donc vous pourrez les gérer dans l'espace mes dépenses. Ensuite, donc, il y a une fonctionnalité qui viendra un peu plus tard, donc la fonctionnalité mes bilans, qui permettra de déposer, de compléter et de déposer le bilan, qui permettra de reprendre aussi les états récapitulatifs des dépenses saisies pour chaque bilan. Et mes paiements qui permettraient de voir et de suivre, en fait, d'avoir un suivi de la partie paiement et des différents paiements. Un des éléments, okay. Donc, un autre élément là qu'on a, c'est là, on a toute une partie, donc je vais présenter, on va déjà accéder au détail du dossier. Donc, on va accéder au détail du dossier. Quand on accède au détail du dossier, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a toujours une reprise en fait du dossier et de son statut, du nom et du prénom de la personne en charge du suivi du dossier. On peut soit l'imprimer, soit la télécharger. Ensuite, on a un ensemble de données saisies, donc qui reprennent les données saisies par l'employeur. Donc ça, c'est les données d'identité, qui est assez proche du formulaire qu'il y a, le type de convention CDG, le choix du type de la signature. Donc vous pourrez choisir si vous voulez une signature électronique ou une signature manuelle, la personne signataire, la personne chargée du suivi. Donc là, en fait, c'est un ensemble de données que vous aurez à saisir lorsque vous déposez votre dossier.
Actuellement, sur ces données-ci, là, c'est un exemple que nous avons pris, on a l'ensemble des données saisies pour un dépôt de dossier. Par contre, il pourrait potentiellement, parce que là, pour que vous puissiez saisir vos dépenses pour cette année, pour ceux qui sont en cours de convention, on a pu récupérer certaines données, mais pas la totalité. Donc, il pourrait y avoir certaines données qui pourraient manquer lorsque vous aurez accès à cette page. Donc, là, c'est principalement en fait des petits aléas dus à la migration de vos données de l'ancien système vers le nouveau. Mais pour toutes les nouvelles conventions qui seront déposées dans les SI, toutes les données seront à compléter et seront complètes. Donc là, on pourra revoir les différents objectifs, objectifs de qualification, objectifs d'insertion, le plan d'action financier. Donc tout sera visible en fait dans l'outil, les données de paiement et les pièces obligatoires à joindre. Donc là, une fois que vous avez vu l'ensemble des données de votre dossier, vous pourrez toujours à tout moment revenir y jeter un coup d'œil pour pouvoir vous remettre en tête ce que vous avez saisi au moment où vous avez déposé votre dossier de convention. Donc là, vous n'aurez plus à fournir, comme actuellement, vous fournissez un ensemble de documents que vous remplissez, des tableaux que vous remplissez, vous n'aurez plus à les faire hors récit et maintenant tout se passera dans la plateforme. La fonctionnalité pour le saisir, le dépôt de dossier de conventionnement n'est pas encore disponible, mais quand ce sera disponible, vous pourrez actuellement saisir l'ensemble, vous pourrez effectuer l'ensemble du parcours dans la plateforme. Donc là, on a dans un bouton pour retourner vers l'espace de gestion de sa convention et un bouton pour retourner dans l'historique. Donc là, on va retourner vers l'espace de gestion de sa convention. Donc, on a le détail du dossier et on va accéder à la partie dépenses. Donc là, on va accéder aux dépenses. Donc, on arrive sur les dépenses, on a liste des dépenses et un deuxième onglet gestion du budget. Donc, pour liste des dépenses, sur cet écran, on retrouve bien un bouton permettant de saisir une dépense et un tableau avec l'ensemble des dépenses saisies. Comme on peut le voir ici, ce tableau, en fait, reprend l'ensemble des dépenses saisies. On peut supprimer une dépense on peut directement supprimer une dépense qu'on a créée par le passé. On peut également voir ici qu'on peut filtrer par statut, par date de la dépense, par bilan, par aide, par axe. Donc, il y a plusieurs éléments qui permettent de filtrer ce tableau une fois qu'on a saisi un nombre conséquent de dépenses et qu'on aurait besoin de passer d'une dépense à une autre. On peut même rechercher une dépense par nom du bénéficiaire pour les dépenses individuelles. Donc là, on va enclencher la saisie d'une dépense. Donc, pour saisir une dépense, en fait, elle sera en 3 étapes, la saisie d'une dépense. Donc, on a la première étape qui est aide des bénéficiaires, où il faudra saisir les éléments clés de la dépense, donc les informations qui sont utiles pour l'instruction de votre dépense. Ensuite, on aura une deuxième étape qui va reprendre la partie pièces justificatives, qui, elle, on présentera un peu plus tard, sera totalement facultative. Donc, vous pourrez, pour certains, ceux qui le souhaitent, déposer directement vos pièces justificatives dans la plateforme pour ne plus avoir à gérer un système en parallèle de votre côté de gestion de pièces. Donc là, vous pourrez, pour chaque dépense saisie, saisir les pièces justificatives qui vont avec. Ensuite, il y aura une synthèse, une confirmation et vous pourrez à nouveau saisir des dépenses. Donc là, tous les champs de saisie sont obligatoires. Donc là, pour la période de la dépense, quand vous êtes sur le formulaire de dépense, le premier bloc à saisir, c'est la période de la dépense. Donc, la date de la dépense doit être comprise entre la période d'éligibilité des dépenses. Donc là, on va saisir le bilan de rattachement. Donc, on a un CDG, automatiquement, le système reconnaît qu'il ne peut y avoir que 2 bilans, donc un bilan intermédiaire et un bilan final, bilan 1, bilan 2. On sait qu'on normalement, on ne va pas au-delà pour des conventions CDG. Bon, là, typiquement, je vais choisir le bilan intermédiaire, bilan 1. Et si, par exemple, j'ai déjà saisi et validé le bilan 1 et qu'il a déjà été payé, typiquement, ce n'est que le bilan 2 qui apparaîtra. Mais dans cette gestion de dépenses, je peux saisir mes dépenses pour le bilan 1, pour le bilan 2, pour tous les bilans qui n'ont pas encore été soumis. Donc là, je saisis le bilan. La date de la dépense, comme on dit, ça doit être une dépense qui doit être comprise dans la période d'éligibilité. Donc, si ce n'est pas dans la période d'éligibilité, on aura un problème. Donc là, nous, on va choisir la date du jour. Nous sommes le 17 janvier. Donc là, c'est le 17 janvier 2023. Le 17 janvier 2023. Ensuite, on choisira le type de l'aide. C'est vrai que la notion
aide aujourd'hui peut être assez nouvelle pour les centres de gestion, mais il faut savoir aujourd'hui au niveau convention employeur, au niveau des dispositifs côté, côté par exemple aide ponctuelle, il y a un ensemble de dispositifs et d'aides à partir du catalogue. Donc aujourd'hui, ce qui a été fait dans le nouveau système, c'est de transformer ce que les conventions CDG vous appelez des actions que vous effectuez au sein de vos différentes au sein des différentes collectivités, de les transformer en aides. Donc, théoriquement, ce n'est pas des aides au sens aide ponctuelle, mais ce sont des aides au sens action qui ont été transformées en aides et qui sont associées à des axes. Donc, typiquement, on va prendre aide individuelle. Donc, on va saisir le nom du bénéficiaire. On va saisir le nom du bénéficiaire, Paul, le prénom, le code postal. Là, je vais laisser exprès pour qu'on puisse voir la gestion des erreurs. Le statut du bénéficiaire. Donc là, le bénéficiaire, c'est un fonctionnaire, bénéficiaire d'obligation d'emploi. Il faut savoir que la combinaison qui est choisie ici, donc statut qualité, adapte automatiquement la liste des dispositifs ou des actions qui seront proposées au centre de gestion. Donc, typiquement, si je choisis fonctionnaire, bénéficiaire d'obligation d'emploi, dans la partie sélection de l'aide, je n'aurai pas les mêmes aides, par exemple ici, que si je choisis ici, par exemple, sur la partie statut du bénéficiaire, si je choisis apprenti typiquement. Donc, dans ma partie aide, je n'aurai pas j'ai recrutement typiquement d'apprenti, alors que là, quand je choisis fonctionnaire, je n'ai pas recrutement d'apprenti. Donc là, il y a tout un paramétrage qui est fait dans le système pour faire en sorte que lorsque vous choisissez un statut et une qualité, automatiquement, on vous donne les dispositifs qui sont adaptés. Mais tout en sachant que ça, c'est pour les dispositifs, les actions qui sont individuelles. Par contre, pour les actions collectives, donc non individualisées, vous pourrez sélectionner un action non individualisée et vous n'aurez qu'à remplir le nombre de bénéficiaires, par exemple 5. Et dans 5, et dans ce cas, dans la partie sélection de l'aide, on vous proposera tous les dispositifs qui sont non individualisés, qui sont un peu avec un effet collectif pour plusieurs bénéficiaires. Par contre, s'il s'agit d'un bénéficiaire, là, vous devez rentrer les informations et choisir la qualité, le statut et la qualité. Bénéficiaire d'application. OK. Donc, là, une fois que c'est bon, donc là, je vais essayer de regarder parce que je vois il y a quelques questions dans faut savoir que là, côté FIPHFP, donc je vois beaucoup de questions sur la partie nom et prénom et sur le RGPD, nous sommes totalement en droit et nous avons nous respectons toute la réglementation pour stocker et sauvegarder les données de santé et les données des personnes pour lesquelles on effectue les demandes des dispositifs. Donc, pour cette partie-là, il n'y a pas de souci à se faire côté FIPHFP et côté système d'information. Donc, il y aura toujours la possibilité de saisir un matricule unique, mais sur le nom et le prénom du bénéficiaire, nous sommes totalement légitimes pour avoir ces données-là, les sauvegarder et les traiter. Donc, OK. Donc, ensuite, une fois que vous avez sélectionné l'aide, donc là, on va sélectionner par exemple études de niveau 1. Automatiquement également dans le système, quand vous sélectionnez une action, un dispositif, il y a un descriptif qui apparaît. Donc le descriptif, c'est un petit descriptif du dispositif avec les différentes règles. Donc là, par exemple, pour fiche étude niveau 1, on a accompagnement social en première demande. L'accompagnement comprend le cas échéant, donc on liste, peut concerner un BE ou un agent apte avec inscription. Le montant financier est de 300 € par étude. Donc là, on a un petit descriptif en fait du dispositif qui est choisi et des règles qui concernent ce dispositif en question. Bon, une fois qu'on a choisi le dispositif, on va choisir l'axe. Donc là, réaliser des études pour l'insertion et le maintien dans l'emploi. L'axe auquel on peut affecter parce qu'un dispositif peut appartenir à un ou plusieurs axes ou une aide peut appartenir à un ou plusieurs axes. Donc, il faut choisir à quel axe on décide d'incomber en fait la dépense qu'on est en train d'effectuer. OK, donc plus accompagnement avec
Donc, pour ceux qui ne font remonter à l'emploi sur la part du FIPHE, pour ceux qui ne veulent pas redonner leur nom, prénom, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, il y a la possibilité de déposer ici, dans les champs nom et prénom, de mettre l'identifiant unique qui permet d'identifier en fait la personne. OK. Ensuite, sur le montant de la dépense, une fois qu'on a saisi toutes les étapes précédentes du formulaire pour saisir les dépenses, ensuite on a le montant de la dépense. Donc là, pour le montant de la dépense, selon également l'aide, le dispositif choisi, les champs ici ne seront pas les mêmes. Ce qui est bien dans cet espace, c'est qu'on a un petit lien, donc consulter l'aide à la saisie des champs, qui permet de gérer en fait la saisie des champs selon les dispositifs choisis. Donc là, si on a études niveau 2, par exemple, on fait consulter. Désolée, petit imprévu. Donc là, je pense qu'ici, on va choisir, je vais choisir typiquement apprenti. Donc là, il y a un petit souci, nous sommes en environnement de recette, petit effet démonstration. Mais normalement, lorsque l'on choisit, je vais essayer sur les aides collectives. Lorsqu'on choisit le dispositif ici, on a consulté l'aide à la saisie qui remonte en fait les informations qui vont aider à saisir cet espace-ci. Donc en fait, typiquement, si on revient sur la partie aide individuelle avec les informations qu'on avait choisies tout à l'heure, donc fonctionnaire, bénéficiaire de l'obligation d'emploi, et qu'on choisit l'aide, niveau 1. Là, par exemple, l'axe, là, typiquement, on a le montant total de la dépense qui reprend le montant total de la dépense et le montant demandé. Donc, pour cette aide-ci, on sait déjà dans le descriptif qu'on propose 300 euros. Donc, le montant total de la dépense, on va mettre, par exemple, 400 euros. Automatiquement, en fait, on a un calcul qui nous donne le montant demandé et qui nous explique, donc, descriptif du montant demandé, dans le montant auquel vous pourrez prétendre est calculé automatiquement sur la base des informations dans celui-ci. Celui-ci est de 300 euros. Le forfait 300 euros a été appliqué. Toutefois, là, c'est un montant calculé à partir du simulateur et ce montant, il est là à titre indicatif. Vous pouvez toujours le changer. Ça veut dire que, typiquement, si nous, on calcule à partir des données et des règles de calcul qui ont été définies avec le FIPHFP un montant et on vous le propose, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours mettre un montant. Donc, typiquement, là, on a mis 300 euros. Ici, on peut mettre 400. Et 400 euros. On peut mettre 400 euros. Donc là, je vais mettre 200. Là, on va essayer d'actualiser la page. J'ai un petit souci avec notre SI actuellement. OK. Donc là, on est sur la dépense. On va essayer de ressaisir parce qu'on a eu un petit souci avec l'environnement de recette. Donc là, on va ressaisir la date de la dépense. OK. Aide individuelle. Le prénom. Le code postal. Le statut. L'aide. Donc là, on a bien le message. Et ici, on va mettre montant engagé, on va mettre 400. Comme je disais, automatiquement, on nous propose 300. Par contre, celui-ci 300, on peut changer le montant. Donc là, typiquement, si on nous a proposé, par exemple, là, ils nous mettent 300, on peut mettre 3000. Quand on met 3000, on a bien un message qui nous dit qu'on dépasse le plafond du montant pris en charge. Ça veut dire que typiquement, ici, on nous a dit le montant était 300. Le système nous a proposé 300 parce que c'est la limite, c'est le plafond. Par contre, le CDG peut toujours avoir la possibilité de modifier la dépense, de modifier le montant qu'il demande. Mais s'il
modifie le montant par rapport au plafond, il y a un message qui s'affiche, qui lui prévient bien le CDG que le dépassement du plafond, qu'il y a un dépassement de plafond pris en charge, mais cependant, ce n'est pas bloquant. Le CDG peut toujours continuer sa demande même si le message apparaît. C'est juste en fait des éléments pour permettre de prévenir et d'anticiper en fait les cas où il y aura un dépassement entre le plafond de prise en charge du FIP-HFP et le montant demandé. Donc, si par exemple, si je saisis 30, là, ça va passer. Ça va dire que je n'ai pas dépassé le plafond. Donc, mais si je dépasse le plafond, donc là, je rajoute des zéros, directement, j'ai le message qui s'affiche. Donc là, on a des éléments, on a saisi la dépense, on a un ensemble de données pour la saisie de la dépense. On a un petit descriptif qui reprend sur le montant total de la dépense, qui reprend les informations et comment est calculé en fait le simulateur, parce qu'ici nous avons un simulateur, et ensuite le montant du simulateur, lui, peut être modifié pour être adapté selon les demandes du CDG. Mais après, c'est au niveau de l'instruction que le gestionnaire, donc le chargé de suivi, analysera la demande et essaiera de comprendre pourquoi le montant dépassé, le montant demandé dépasse le plafond. Donc là, on est à peu près sur cette étape qui permet de saisir la dépense. Donc, je ne sais pas pour les questions sur cette partie-là. Sur cette partie-là, donc c'est ces différents éléments-là. Donc en fait, également ici, donc je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie avant qu'on ne passe à l'étape suivante. Avant qu'on ne passe à l'étape suivante. OK. Donc là, on a tous ces éléments avec toutes ces données-là. Une fois que c'est bon, on va passer à l'étape des pièces justificatives. Donc pour les dispositifs, j'espère que c'est assez clair au niveau des aides. Donc c'est les différentes actions, les différents objectifs que vous avez, que vous saisissiez avant, qui vont être retranscrits ici en aide. Après, normalement, lorsqu'on passe à l'étape suivante, le formulaire de saisie de dépenses est composé de 3 étapes. La deuxième optionnelle. Selon les documents qu'on a choisis à l'étape précédente, donc on a choisi études techniques niveau 1, donc en pièce justificative, on me demande des documents justifiant l'étude. Donc pour cette page de pièces justificatives, il faut savoir que toutes les saisies sont optionnelles, donc vous pouvez uniquement saisir l'étape 1 et ensuite valider et saisir la prochaine dépense, donc vous n'êtes pas obligé de saisir cette étape. Mais si vous ne saisissez pas les pièces dans cette étape, vous devez garder les justificatifs parce qu'à tout moment, vous pouvez faire l'objet d'un contrôle par le FIPHFP. Ensuite, donc, il y a la partie je dépose mes pièces justificatives. Donc, pour chaque pièce justificative, vous pourrez déposer jusqu'à 10 fichiers. Donc, ces fichiers auront pour format soit le PDF, soit le JPEG, soit le PNG. Vous pourrez ajouter un fichier en cliquant sur le bouton joindre un fichier et la taille de chaque fichier ne devrait pas dépasser 4 mégaoctets. Donc là, par exemple, pour des documents justifiant l'étude, je vais aller dans mes documents, je vais choisir ce document ou quel document? Je vais aller dans téléchargement, est-ce que j'ai un document? Ou je vais essayer de prendre n'importe lequel, hein. Rachat, typiquement, ouvrir. Et là, pendant que le document se charge, une fenêtre qui me permet de patienter. Une fois que le document a chargé, donc j'ai bien le document avec le PDF, j'ai bien la taille de mon document, l'heure à laquelle ça a été chargé, j'ai la possibilité de visualiser, de modifier ou de supprimer. Donc là, typiquement, je vais modifier. Je vais choisir, je vais choisir un format en JPEG, donc ma photo. Je vais l'ouvrir. Donc, et là, j'ai bien photo, 1 méga, chargé le 17. Donc là, on a bien la modification qui s'est effectuée. J'ai la possibilité de visualiser.
Donc, quand je visualise, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. C'est ma photo. Et ensuite, j'ai la possibilité de supprimer. Donc là, typiquement, je vais supprimer. Donc, je vous confirme la suppression de la pièce justificative. Donc, vous êtes sur le point de supprimer. Est-ce que vous confirmez cette action? Et là, confirmez votre action? Oui, non. Si je mets non, je reviens sur la page en question. Par contre, si je clique sur oui, la pièce justificative va bien se supprimer. Aucun fichier n'a été chargé. Donc là, pour les documents justifiant l'étude, je vais cliquer sur joindre le fichier. Je vais rejoindre mon document. Je vais rejoindre mon document, donc la photo. Tout ça. OK. Donc là, typiquement, on a un ensemble de fichiers, mais si, par exemple, pour toujours montrer que cette étape est bien facultative, on a la possibilité de supprimer et de passer à l'étape suivante. Donc là, je n'ai mis aucun document et je passe à l'étape suivante de confirmation. Donc, quand je passe à l'étape de confirmation, j'ai bien le récapitulatif de ce que j'ai saisi et sur la partie pièce justificative, je n'ai aucun document. Donc là, on va passer sur la partie montant proposé. Donc on va revenir. J'ai la possibilité, une fois que je suis dans cette étape de synthèse, d'avoir un récapitulatif de l'ensemble des éléments saisis. Donc le bilan, la date de la dépense, l'aide individuelle, le fonctionnaire, avec les qualités bénéficiaires, le type de l'aide ou de l'objectif, l'axe auquel c'est affecté et j'ai les montants. Le montant demandé. J'ai bien un rappel du montant proposé par le système et le montant que j'ai demandé. Donc, lorsque le montant proposé, différents montants demandés, on peut encore bien le voir ici. Il faut être bien sûr de la manipulation, être bien sûr de la modification qui a été faite. Donc là, pour les différents, je peux cliquer sur modifier. Je reviens à l'étape en question. Et ici, par exemple, il y a toute une gestion d'erreurs également qui est faite avec un ensemble de données. Donc ici, pour la gestion des erreurs, ce qu'on va faire typiquement, on va rajouter un 0 sur le code postal. En rajoutant un 0 sur le code postal, en passant à l'étape suivante, j'ai bien une erreur qui me dit le format du code postal est incorrect. Veuillez saisir un code postal de 5 chiffres, exemple 75 013. Donc typiquement là, on est sur un exemple d'erreur, mais on peut en avoir une ou plusieurs selon le formulaire. Et si on ne corrige pas, là, on n'aura pas, si on ne corrige pas, on ne pourra pas passer à l'étape suivante. Donc là, je vais corriger, je vais faire une autre erreur. Je vais mettre plein de chiffres sur le prénom avec des espaces, des caractères spéciaux, passer. Et là, j'ai bien une erreur. On me dit que le format ne doit pas contenir de chiffres et le code postal n'est pas correct. Donc là, on va modifier les deux. Donc, il y a vraiment une bonne gestion des différentes erreurs. Et lorsqu'on valide, on passe à l'étape suivante. Donc, on a les informations qui sont affichées. Pour l'instant, quand on saisit la dépense, on va jusqu'à la validation. Dans la version qui sera disponible d'ici un mois, on pourra effectuer une modification. Donc, une modification de la dépense. On pourra enregistrer sa dépense et revenir plus tard la compléter s'il nous manque typiquement des pièces. Si erreur, donc là, il y a une question qui est posée sur les erreurs, s'il y a une erreur, comme on a pu le voir actuellement, donc là, on va retourner donc, à l'étape précédente. S'il y a une erreur, ça n'efface pas les autres champs. Bon, s'il y a une erreur sur un champ, lorsque je passe à l'étape suivante, voilà, je n'ai pas fait l'erreur, donc on va passer à l'étape. S'il y a une erreur, donc typiquement, je vais ici sur le code postal, je rajoute des A. Et je passe à l'étape suivante. On voit bien que l'erreur m'est mentionnée, mais qu'aucun des champs que j'ai saisis ne s'est effacé. Donc tous mes champs sont bien présents avec toutes les informations que j'ai saisies précédemment. Et uniquement le champ en fait à corriger est entouré d'un petit masque rouge et on peut toujours le faire. Donc il y a une autre question sur exporter le tableau avec les maths. Pour l'instant, la possibilité d'exporter n'est pas dans la version qui va sortir au 26 janvier.
Mais il y a une prochaine version qui va sortir dans les semaines qui arrivent et qui donnera la possibilité d'exporter toutes les dépenses saisies pour, selon les configurations qui vous intéressent. Donc, ça peut être pour un bilan donné ou toutes les dépenses que vous avez saisies depuis le début de votre convention, donc vous aurez la possibilité de les exporter sur un fichier. Pour la saisie des dépenses, dès le moment où, donc là, lorsque nous, on va migrer les conventions en début d'année pour les bilans 2024, donc pour les dépenses de l'année 2023, vous pourrez saisir à partir du 26 janvier, vous pourrez saisir toutes vos dépenses pour, vous pourrez saisir vos dépenses au fil de l'eau. Donc si je réponds bien à la question de Christelle. Donc les dépenses vont être saisies au fil de l'eau, vous n'aurez plus à attendre la fin d'année pour saisir les dépenses. Donc vous pourrez les saisir à chaque fois qu'elles apparaissent dans le système. Donc là, on va passer à l'étape suivante. On a l'erreur, on va la corriger. Passer à l'étape suivante avec les pièces justificatives. On peut également abandonner la dépense. Donc si on abandonne, il n'y aura aucune création qui sera faite et on sera redirigé vers le tableau de bord. Donc là, on va créer la dépense et on va essayer de faire une autre demande si on a un peu de temps dans le cas où on abandonne. Donc là, je vais confirmer ma dépense. En confirmer, j'ai bien un message qui me dit que vous êtes sur le point de confirmer. Vous pourrez toujours l'annuler ou la supprimer tant que le bilan ne sera pas soumis. Donc là, je vais cliquer sur oui. Donc j'ai une page de confirmation qui s'affiche avec un message qui me dit que la dépense a été ajoutée. Et si on a une question en fait concernant la saisie d'une dépense ou un dispositif, un lien qui permet de contacter le gestionnaire, qui renvoie vers l'onglet ressources avec les différents mails déchargés de suivi. J'ai la possibilité d'imprimer et de télécharger, mais c'est de manière unitaire sur cette page, ce n'est pas dans la globalité. La possibilité face à la question qui était tout à l'heure de télécharger la globalité en fait des dépenses, cette possibilité, ce sera dans les prochaines versions qui arrivent. Donc pour l'instant, c'est de manière unitaire, on peut les télécharger. Ensuite, donc là, j'ai la confirmation avec tout, je n'ai déposé aucune pièce jointe, je peux clairement le voir. Je peux imprimer, donc là, on va tester l'impression. Donc là, si je veux imprimer, donc j'ai cette présentation-là qui va s'afficher. Je peux lancer l'impression sur une imprimante ou l'enregistrer en PDF sur mon poste. Je peux annuler l'impression. Je peux ouvrir la synthèse. Donc ça va l'ouvrir à un format accessible sur une autre page. Donc il faut savoir que l'ensemble de nos développements sont accessibles. Ça respecte les normes du RG2A et on essaye au maximum en fait de tenir compte de l'ensemble des utilisateurs, peu importe la situation, peut prendre le handicap pour développer les différentes fonctionnalités. Donc là, une fois que je suis sur cette page de confirmation, j'ai la possibilité soit de saisir une nouvelle dépense, soit de retourner vers la liste des dépenses. Donc là, pour la question, donc là je vois une question pour revenir à la question, mais si on a un premier bilan en juin 2023 sous l'ancien format, on doit attendre cet été pour commencer la saisie du deuxième bilan? Non. Donc pour la question, non. Je pense que ma collègue a répondu pour la question du bilan. Même si vous donnez un bilan cette année sous l'ancien format, vous pouvez dès le début d'année saisir les dépenses de 2023 pour le bilan 2024 dans l'outil. Donc il y a une migration qui va être faite en début d'année pour le 26 pour permettre de récupérer toutes les personnes qui auront des bilans à fournir en 2024. Donc là, je peux à nouveau saisir une nouvelle dépense ou retourner vers la liste des dépenses. Donc là, je vais simuler la saisie d'une nouvelle dépense. On me remet bien sur le formulaire. Je vais abandonner ma dépense. J'ai bien un message qui me dit que j'abandonne et que rien ne sera enregistré. Je vais cliquer sur oui. Et si je clique sur oui, j'ai un message qui me précise que j'ai bien abandonné et je reviens sur l'onglet liste des dépenses. Donc dans cet onglet, on retrouve bien ma nouvelle dépense qu'on vient de saisir, donc avec la date de dépense au 12 janvier 2023. Je l'ai saisie le 17 janvier. Là, on voit toutes les dépenses que j'ai saisies et que ma saisie est enregistrée. Je peux bien supprimer ma dépense. Donc là, face à cette dépense-ci, j'ai la possibilité également de filtrer. Donc là, on va tester le filtre par axe. On va filtrer par axe. Et je vais choisir l'axe 5. Et je vais valider. Et automatiquement, ici, on ne me remonte que les dépenses de l'axe 5, actions innovantes. Donc je peux choisir l'axe 5. Et donc là, on a l'axe 5. Et je vais choisir filtrer par aide. Donc là, je peux réinitialiser.
Donc là, je vais choisir l'axe 3.1, par exemple, axe 3.1, et je vais filtrer par aide. L'aide que j'ai choisie, c'est étude niveau 1. Donc, si je valide étude niveau 1, j'ai bien l'aide que j'ai saisie tout à l'heure. Étude niveau 1, axe 3.1. Par contre, si je viens ici, à la place d'étude niveau 1, je choisis étude niveau 2 et que je valide, là, j'ai bien 0. Ça veut dire que je n'ai saisi aucune dépense qui correspond à l'axe 3.1 pour étude niveau 2. Donc, au-delà de filtrer pour un élément, ça permet de filtrer avec une combinaison de filtres. Donc là, on a quand même une largesse assez grande pour filtrer. Donc là, je peux réinitialiser les filtres. Et ce que je peux faire ensuite, c'est accéder à ma dépense. Donc là, je vais accéder à une dépense quelconque qui a été saisie avant pour l'axe 2.1. Pour cette dépense, donc je vois son statut, la saisie est enregistrée. On dit bien qu'ici, j'ai la possibilité de supprimer cette dépense tant que je n'ai pas validé mon bilan. Et ensuite, je peux retrouver l'ensemble des données saisies pour la dépense en question, avec bien sûr la possibilité de visualiser tous les éléments que j'ai saisis. Donc là, on a toujours cette visualisation, le montant proposé, le montant demandé, pour voir la différence. Et la liste des pièces jointes. Donc là, si on a rajouté des pièces jointes, elles sont directement dans l'outil, mais il faut savoir que vous aurez toujours la possibilité, lors de l'instruction du bilan, le gestionnaire, le chargé de suivi, pourra toujours vous demander des pièces complémentaires sur une dépense en particulier. Donc là, c'est un système. Donc là, je vais supprimer cette dépense pour tester. Donc si je la supprime, si on regarde bien, je vais la supprimer. Donc vous êtes sur le point de supprimer votre dépense, toutes vos données précises seront supprimées. Confirmez-vous votre action. Si je clique sur non, je reste sur la page en question. Par contre, si je clique sur supprimer la dépense et que je clique sur oui, nous vous confirmons la suppression de la dépense et la dépense n'apparaîtra plus dans mon tableau. Donc, cette fonctionnalité qui permet de supprimer est accessible à la fois à travers ce point, mais aussi à travers le détail de la dépense, mais aussi directement à travers le tableau. Donc, imaginons que vous supprimez une liste assez longue. Mais il faut savoir qu'une fois que vous avez validé votre bilan, vous ne pourrez plus supprimer les dépenses du bilan que vous avez validé. Donc ça, c'est une information assez importante à savoir. Donc ensuite, là sur les filtres, on a vu, il y a un onglet gestion du budget qui sera également un onglet à venir qui permettra d'avoir une visibilité sur le budget en fonction des dépenses saisies par axe. Donc c'est une fonctionnalité également qui n'est pas disponible pour le moment, qui sera à livrer un peu plus tard dans les versions qui vont arriver. Donc là, sur la partie dépenses, je pense qu'on a fait à peu près le tour le tour de, la question. Je vais essayer de regarder dans le chat pour essayer de voir les questions auxquelles je n'ai pas répondu. OK. OK. Donc là, on va réactiver les de toute manière, je pense. Quel est l'intérêt de saisir les aides 2023 du bilan intermédiaire? Il y a la question d'Anaïs sur les aides 2023 du bilan intermédiaire. Donc pour le bilan intermédiaire, donc sur l'intérêt de saisir les aides 2023 du bilan intermédiaire, donc tout dépend. Si votre bilan intermédiaire, vous devez le fournir en 2023, donc il faudra que vous le fassiez avec l'ancien système. Mais si vous devez saisir votre bilan intermédiaire en 2024, l'avantage, c'est de pouvoir ne pas attendre à fin 2023 pour saisir toutes vos dépenses et de pouvoir le faire dès la mise en ligne du service, c'est-à-dire le 26 janvier. Donc, de pouvoir saisir au fil de l'eau. Donc ensuite, par contre, dans la convention précédente, on n'aura plus de rapport à rédiger, tout se fera automatiquement. Donc, une fois que vous aurez saisi ici, l'une des parties des dépenses qui se fera automatiquement, c'est l'état récapitulatif. Donc, l'état récapitulatif des dépenses en fonction des axes, ça se fera automatiquement. Mais vous aurez, dans l'onglet bilan, si on revient, donc je vais retourner vers ma convention. Dans cet onglet bilan, vous aurez toujours à remplir quand même les tableaux des objectifs.
intermédiaires et finaux. Donc vous aurez quand même à remplir ces 2 tableaux-là pour le bilan intermédiaire et pour le bilan final. Mais par contre, l'état récapitulatif des dépenses, les calculs se feront automatiquement et vous n'aurez qu'à les valider dans l'espace, su des bilans. Donc pour cette là on va répondre à vos questions. Donc là, Alors on je a réacti OK. vais peut-être répondre à un certain nombre de questions. D'abord, je vous remercie d'être présent. Hasard du calendrier, il y a une réunion qui a lieu actuellement avec les centres de gestion et le FIP sur le conventionnement des centres de gestion. Donc, sur un certain nombre de questions, on n'a pas répondu dans le chat. Là, ce qu'on vous a présenté, c'était la saisie des actions qui sont valorisées financièrement dans le cadre de la convention. Donc, on a vu, il y a pas mal de questions et des questions qui renvoient à d'autres questions du style, effectivement, pour l'accompagnement, est-ce qu'on met la date de début, est-ce qu'on met la date de fin, est-ce que l'action, elle doit être terminée sur la partie apprentissage. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, ces éléments-là, on les retravaille. Et si les centres de gestion qui ont posé ces questions sans partie prenante, parce que c'est des questions qu'on a actuellement également, donc sur lesquelles il y a des discussions aussi sur la convention en cours de renégociation, sur ses justificatifs, sur voilà, les données que l'on exige de vous et la façon dont c'est valorisé. Donc le plus simple, c'est que là, ce qu'on vous a présenté, c'est l'outil qui va vous permettre de saisir les données au fil de l'eau pour le bilan 2024. Donc effectivement, on ne va pas vous demander de ressaisir les dépenses que vous avez déjà transmises. Donc voilà, pour répondre à une des questions, vous avez envoyé un premier bilan. Là, la saisie portera que sur le deuxième bilan. Par contre, voilà, pour toutes ces questions qui ont été posées, qui ont lieu à des pièces justificatives, la façon de saisir et sur lesquelles il peut y avoir des ambiguïtés que l'on a aussi dans la gestion au quotidien, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on le précise dans un document ad hoc et qu'on voit avec si les centres de gestion qui sont intervenus sur ces différents sujets sont partie prenante, on fasse une réunion ad hoc pour, voilà, pour vous répondre précisément et voir quelle est la meilleure solution, sachant que l'outil est paramétrable et qu'on peut adapter nos exigences, on va dire, à ce qui sera le plus simple pour vous et pour nous. Donc voilà, si vous êtes d'accord, voilà, inscrivez-vous dans le fil de discussion. Si vous me dites que vous êtes d'accord, et puis on vous contactera, on fera une réunion typiquement sur ces sujets-là. Je vois que voilà, il y a pas mal de réponses. Donc voilà, c'est la modalité que je vous propose, qui nous permettra aussi voilà, de travailler par la suite. Mais voilà, au moins, ça aura le mérite de... Oui, on répondra effectivement. L'objectif, c'est de construire un document qui permette de répondre à tous les questionnements que vous avez pu mettre dans le fil de discussion et aussi sur les échanges qui ont pu avoir sur les questionnements et les réponses qu'on a pu apporter pour que voilà, vous ayez vraiment des informations qui puissent être utiles pour tout le monde et totalement uniformes. Donc voilà, donc là, ce qui vous a été présenté, c'était vraiment la partie de saisie des dépenses. Donc le bilan, pour ceux qui doivent fournir des bilans en 2023, on va dire au 30 juin pour résumer. Donc le bilan vous devez le transmettre comme actuellement. Et par contre, vous saisirez par exemple les dépenses à partir du 1er juillet sur ce nouvel outil. Mais on le met d'ores et déjà à disposition, ça permet effectivement d'avoir une appréhension de ce nouvel outil et disons que la finalité, c'est la gestion du bilan en 2024. Donc on a le temps pour réagir s'il y a vraiment de grosses difficultés. Après si sur l'outil, sur vous avez des questions sur les, fonctionnalités, vous souhaitez qu'on repart sur des Oui, parties? Oui?
J'attendais la présentation de la synthèse, peut-être avec la réalisation, le taux de réalisation par axe. Est-ce qu'il y a une vision de synthèse? La vision de synthèse. Donc là, c'est à venir. Donc sur la partie, par exemple, si on accède à nouveau aux dépenses, on a un onglet gestion du budget qui reviendrait en fait au fait d'avoir une synthèse des dépenses par axe avec un taux de réalisation par rapport au budget global de la convention. Donc, c'est dans cet onglet où, pour cela, en fait, pour l'instant, on a fait une migration de vos données pour vous permettre de saisir les dépenses, mais au cours de l'année, on fera une seconde migration. On n'a pas encore fait la migration des données financières pour celles qui ont pour les CDG qui ont des conventions en cours, pour connaître les différentes dépenses que vous avez effectuées dans le passé, pour pouvoir calculer, faire des calculs sur ce que vous allez saisir dans l'outil. Donc, on aura besoin de faire une récupération de vos données financières et des différents paiements financiers que vous avez eus par le passé pour pouvoir faire ces calculs-là. Mais, c'est en cours, on a bien conscience, en fait, de cet état, récapitulatif dont vous avez besoin et ça fait partie, en fait, de notre liste. Merci. Moi, j'aurais une question. Oui. Actuellement, nous avons un délai entre la fin de la convention et le moment où on a 1 mois et demi à peu près pour vous rendre le bilan, puisque le temps qu'on récupère toutes les dernières données ou comme ça restera ou pas? Oui, Parler les modalités de production des bilans sont inchangées. D'accord. OK, merci. Donc pour répondre à une question, oui, c'est ce que je disais Charlotte. Mmh. Donc pour l'instant, voilà, on met en place que cette première version pour permettre de saisir les dépenses, on va dire, d'ores et déjà pour le bilan 2024. Après, on aura une étape où on va récupérer les données de la convention qui est en cours et qui ne se termine pas en 2023. Tout ça est un peu complexe, je vous l'accorde. Donc on va récupérer effectivement les données. Après, sur la question du bilan qualitatif, pour l'instant, là aussi, c'est sur la partie qualitative. L'option qui est sur la table, c'est que vous saisissez des objectifs et donc vous aurez des tableaux que vous allez remplir de la même façon qu'il y a des objectifs qui sont fixés de réalisation. Et après, le bilan narratif, entre guillemets, le bilan écrit, celui-ci, ça sera inchangé. Il sera pas saisi dans l'outil, il sera téléchargé dans l'outil. Là, si on a répondu aux questions, je sais qu'il y avait Ergonome qui posait une question sur le bilan transmis le 30 juin. Ancienne version sera-t-il implémenté par Rosovi dans l'outil en prévision du bilan fin 2024? Donc, les bilans qui seront transmis dans l'ancienne version cette année. Donc, on récupérera majoritairement les données financières de ce bilan-là une fois qu'il sera traité et qu'il y aura eu ou non un paiement. Donc, une fois que ce sera bon, le bilan sera considéré comme traité, on fera une récupération parce qu'on a besoin des données de ce bilan-là pour savoir s'il y a eu des paiements ou pas, pour pouvoir en fait donner des données et afficher des données correctes sur la partie pour permettre à l'utilisateur de gérer son budget et pareillement sur les tableaux des bilans qui sont à venir. Parce qu'il faut savoir que tous les tableaux, tous les éléments que vous avez à saisir, aujourd'hui, la majorité des tableaux seront retranscrits dans l'outil et certains documents qui ne sont pas retranscrits dans l'outil, vous devrez les déposer en pièce jointe comme l'a dit Hubert. Mais je vois la question sur plusieurs fois les mêmes saisies. On a maximisé en fait tout au long du parcours pour éviter des ressaisies. Donc par exemple, là, vous saisissez des dépenses pour un axe. Une fois que vous serez sur la partie du bilan, pour cet axe donné, vous aurez un récapitulatif du montant de toutes les dépenses que vous avez saisies pour l'axe de manière automatique. Donc il n'y aura pas à ressaisir encore les éléments de manière individuelle. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à les dire à l'oral ou dans le chat, on a réactivé les micros. Bonjour. Pour le bilan narratif, vous dites qu'on le déposera, on le téléchargera dans l'outil, mais sur quel espace?
Ça sera Vous un le espace qui sera téléchargerez prévu? exactement. Donc, vous le téléchargerez dans l'espace Mes bilans. Pour D'accord. l'instant, donc, il y a vraiment l'espace Mes dépenses pour gérer les dépenses, la saisie, avoir une vision budgétaire en fonction des bilans, pouvoir arbitrer, supprimer, ajouter une dépense, et cela peu importe le bilan, bilan 1, bilan 2, bilan 3. Et dans l'espace Mes bilans, vous aurez vraiment la partie bilan un peu plus globale avec les tableaux récapitulatifs et l'ensemble des éléments que vous avez mentionnés. Et le rapport que vous pourrez déposer, mais ce serait dans l'espace Mes bilans. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. J'avais posé comme question sur le chat concernant les saisies, alors principalement sur l'axe 3, le maintien dans l'emploi, où on va noter pour chaque niveau d'intervention ce que l'on fait. On a vu qu'on pouvait maintenant mettre nom, prénom des personnes, ça, pas de souci. Cela dit, en termes de pièces justificatives, donc on nous demande de produire des attestations de services faits avec un document préétabli par le FIPHFP. Sur ce document, en fait, on retrouve une référence CDG et donc il est anonymisé. Il n'y a pas les noms en fait dessus. Donc ça veut dire que si on met les noms sur la plateforme, mais qu'on vous produit comme pièce justificative des documents qui n'ont pas les noms, qui ont des références à la place, vous n'allez pas pouvoir faire le lien entre les deux. C'est-à-dire que la pièce justificative, elle ne justifiera rien du tout, elle justifiera en fait une référence. Donc est-ce qu'il vaut mieux à ce moment-là que l'on mette le nom sur l'attestation de service fait systématiquement et donc pas respecter le document, ou inversement, on met la référence sur le tableau? Ça, c'est typiquement le sujet que je vous propose que l'on traite en concertation avec tous les participants et nos équipes. Votre remarque, je la comprends bien. Donc du coup, effectivement, il y avait d'autres questions aussi sur est-ce que c'est utile de produire une attestation de service fait ou est-ce que la production de l'étude, ça serait suffisant? Donc, comme je vous le disais, on a aussi des travaux en cours de renouvellement de la convention cadre CDG. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'effectivement, on l'embarque dedans et qu'on donne la meilleure réponse d'ores et déjà à ce sujet. Là, naturellement, je vous dirais oui, mais voilà, je préfère qu'on le travaille collectivement pour que tout le monde soit au même niveau d'information et qu'on ait la même compréhension des enjeux. Très bien, donc si l'on veut participer, vous nous enverrez un mail pour qu'on vous Ouais. dise qu'on est intéressé, c'est ça? Vous envoyez à l'ensemble des personnes qui sont présentes? Vous le mettez dans le chat que vous êtes intéressé et puis on vous invitera. On verra les Voilà, invitations. c'est fait, merci. OK. Alors, s'agissant de la date, là, voilà, on a un peu une période chargée jusqu'au 26. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être programmée, mais on va la programmer rapidement, effectivement. OK. Là, je vois une question. Donc, pour être Anne Fauconnet, pour être sûre de bien comprendre, une convention qui s'achève au 31 décembre 2023, avec bilan au plus tard en février 2024, est-il à transmettre selon la nouvelle modalité ou l'ancienne modalité? Une convention qui se termine fin 2023, Oui. c'est une nouvelle modalité. Vous allez saisir les données du bilan dans le nouvel outil. Je ne sais pas si ça répond à la question de Anne. OK, ben, elle a dit merci, ça répond à la question. OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Excusez-moi, je suis un peu étonnée parce que dans le diaporama, vous mettiez que le bilan 2023 restait inchangé, la transmission du bilan 2023 restait inchangée. C'est ce que vous aviez Oui. marqué sur le diaporama. Et là, du Oui. coup, vous nous dites qu'il faut le rentrer dans l'outil. En fait, c'est toujours pareil, c'est un peu comme la déclaration et les dates. Enfin, le bilan 2023, c'est le bilan si vous produisez un bilan
en 2023, celui-ci sera ancien format. Si vous produisez un bilan des données de 2023, on va dire, Eh oui. celui-ci sera nouveau format, c'est-à-dire vous allez le produire pour 2024. Après, on a toujours des cas. Après, la meilleure solution est, si vous avez vraiment des doutes, parce que les centres de gestion, vous avez un calendrier un peu particulier. Je Des suis fois, il y a en même... webinaire. Ouais, ça va être toi. Je suis en webinaire, en même temps, j'imprime du courrier. Enfin, voilà. C'est multitâche. Et alors, je désactive le micro. Donc, je reprends. Donc, ouais, il y a des dates un peu particulières, des fois dans les conventions avec les centres de gestion. Donc, si vous avez vraiment un doute, vous êtes en contact avec les gestionnaires qui suivent votre convention. Et le mieux, c'est de les interroger. Oui, il y a toujours un gestionnaire qui est en relation avec vous. Alors, peut-être vous êtes sur une région où on a eu une difficulté. Voilà, on a eu une absence d'une personne, mais voilà, on est en passe de le résoudre. Donc, normalement, vous avez toujours un gestionnaire qui sera en mesure de vous répondre. Et vous pourrez toujours retrouver les données, les informations de votre gestionnaire dans l'onglet ressources. Donc, si vous cherchez à un moment donné un courriel ou un numéro de téléphone pour pouvoir joindre votre gestionnaire. Ou votre chargé de projet selon l'état du dossier. Excusez-moi, j'ai encore une autre question. Ma collègue demandait si plusieurs personnes pouvaient saisir dans la plateforme. Donc, je sais que la plateforme PEPS, il y a plusieurs, voilà, selon les thématiques, vous avez plusieurs personnes qui peuvent saisir. Ça veut dire que quelqu'un qui a accès à la plateforme PEPS au niveau de la retraite, par exemple, pourrait avoir accès à l'espace FIPHFP ou c'est des accès particuliers pour lesquels il faut ouvrir des droits particuliers pour qu'il y ait plusieurs personnes qui saisissent. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Par la plateforme PEPS, vous avez un ou des administrateurs qui créent les utilisateurs et les utilisateurs ont des droits sur des services. Donc en fait, c'est l'administrateur qui va déterminer. Donc un gestionnaire de retraite n'a pas forcément accès aux services du FIP. Donc voilà, c'est au niveau de l'administrateur que les droits sont accordés. Donc vous pouvez créer des utilisateurs qui n'ont accès qu'aux services FIP. Merci. Petite question, quand il y a des actions de maintenance sur le système d'information, est-ce qu'on pourra être informé, je ne sais pas, par mail ou par un système qui nous prévient du coup? Alors là, je laisse mes collègues informaticiens répondre, parce que c'est vrai que sur les actions de maintenance, alors je ne sais pas hein, ce que vous visez. En tout cas, Parfois, on fait des demandes d'aide et puis on se rend compte qu'effectivement, le système n'est pas accessible. Donc après, voilà, moi, je ne sais pas si c'est des actions ponctuelles ou des actions un petit peu plus durables sur le système. Mais du coup, comme on va être amené à y être très régulièrement, est-ce qu'on peut être prévenu quand au moins il y a des indisponibilités, je ne sais pas, à l'échelle de la journée, pour éviter effectivement les petits irritants? et vous avez... Bonjour. En ce qui concerne en fait toutes les montées en production, elles se font en général le matin de bonne heure, donc afin que vous ne soyez pas en fait, que vous ayez des indisponibilités. Et sinon, il n'y a pas sur PEPS, à ma connaissance, on peut mettre éventuellement des messages pour vous avertir, effectivement, sur PEPS, des messages d'information pour dire qu'il va y avoir une montée en production d'une nouvelle version sur FI2, mais il n'y a pas, à mon sens, de bandeau, par exemple, en fait, sur l'application et sur FI2, ce n'est pas non plus prévu de mettre un bandeau, par exemple, pour dire qu'il y a une indisponibilité, comme on pourrait le voir sur d'autres sites ailleurs sur Internet.
Par contre, si vous avez des indisponibilités qui vous arrivent ou fréquemment, ou dans ce cas-là, comme vous l'a dit tout à l'heure Charlotte, vous avez un formulaire de contact pour tout ce qui concerne en fait l'aspect technique, et ça en l'occurrence ça en fait partie, pour que vous contactiez effectivement le centre de relations, pour qu'il ça chez le centre de relations pour nous permettre en fait d'élucider, enfin de voir en fait le problème que vous avez. Voilà. Ok. Mais en Je tout le cas, montre à l'écran en même temps. voilà. Et tout ce qui est Non, mais il faut monté, connaître. tout ce qui est monté en production majeure et sur lequel il risque d'avoir peut-être, et encore je vous dis, c'est fait tôt le matin, donc normalement la disponibilité vous ne l'avez pas. Dans ce cas-là, c'est effectivement vous êtes averti, comme la version majeure du 26 janvier par exemple. Ok. Merci. De rien. Là, je vois pourrait-on tirer des extractions Excel de ce que nous instruisions sur la plateforme. Pour la partie dépenses, donc si on revient sur le tableau de bord, donc vous aurez la possibilité, sur la gestion des dépenses, vous aurez la possibilité d'extraire l'ensemble des dépenses que vous aurez saisies dans un format, dans un fichier. Donc ça, oui, vous aurez la possibilité. Et si on remarquait pour les dépenses également, vous avez la possibilité, quand vous terminez la dépense, de pouvoir télécharger à chaque fois les dépenses. Et si on revient, pareillement pour le dossier, donc si on revient, retourner vers ma convention et qu'on va sur le détail du dossier, quand vous l'avez déposé, vous avez toujours la possibilité d'imprimer ou de télécharger le dossier tel que vous l'avez déposé initialement. Donc on a essayé à différentes étapes du parcours de vous permettre de télécharger au besoin, ou des fois pour des besoins internes, les différents éléments que vous instruisez dans le SI. Pour répondre à la question d'Amandine, je pense. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que s'il n'y a pas d'autres questions, on va... Oui, je veux bien poser une question, s'il vous plaît. Allez-y. Moi, je m'inquiète un petit peu par rapport au formulaire de contact, si on a besoin d'infos et d'explications, parce que sur la saisie des aides, c'est rare quand on a un retour, quand on pose une question sur le formulaire contact, ou bien quand on en a une, souvent elle ramène à ce qui est écrit dans le catalogue. Or, quand on envoie des questions sur le formulaire contact, souvent c'est parce que justement il n'y a pas la réponse dans le catalogue, ou que c'est une situation bien particulière. Est-ce que c'est le seul moyen de communiquer avec quelqu'un si on est en difficulté dans la saisie de données sur la plateforme? Le formulaire de compte. Vas-y, Hubert. Non, sur l'accompagnement, on va dire. Alors sur les aides, on est sur 10 000 aides à l'année. Donc effectivement, il y a un travail de masse qui est fait, qui est peut-être pas satisfaisant et certainement à améliorer. Voilà. Après, dans les conventions d'objectifs et de gestion qui sont à négocier entre les pouvoirs publics, le FIP et la Caisse des dépôts, il y a des choix qui ont été pris, notamment le fait de ne garder qu'un seul canal qui est le formulaire de contact, et d'arrêter le canal téléphonique. Donc ça, on a bien conscience que c'est quelque chose qui pose des difficultés. Sur la partie relation sur les employeurs sous convention, ou les centres de gestion qui sont sous convention. Là, vous êtes en relation avec un gestionnaire qui vous apportera les réponses comme actuellement. Donc là, il n'y a pas, voilà, le formulaire de contact, c'est vraiment pour des problèmes techniques liés à l'outil. Après, sur les modalités de contact, vous gardez les mêmes modalités de contact qu'actuellement. D'accord, je vous remercie. Dans l'onglet ressources, vous avez les contacts de vos chargés de suivi ou de vos gestionnaires, et contacts pour les sujets techniques. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On est à votre disposition pour les questions, donc n'hésitez pas. Bien, je pense qu'on peut passer à la dernière diapositive. Voilà. Merci Charlotte. Merci à vous d'avoir participé à cette réunion. On a pris l'engagement de faire une réunion effectivement
pour préciser un certain nombre d'éléments et voir par rapport aux questions qui ont été posées, les réponses qu'on devait y apporter pour que chacun s'y retrouve, on va dire, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur notamment la façon de saisir ou les pièces justificatives que l'on peut vous fournir. Voilà, donc on va planifier cette réunion. Ouais, donc voilà, donc ça va se faire très rapidement et du coup, on apportera collégialement les réponses à ces questionnements. Voilà, je vous remercie. Merci Charlotte et merci à toute l'équipe qui a participé à cette présentation. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.